Bon, je pense qu'on peut commencer. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venus nombreux. Et je pense qu'on a un sujet qui est quand même très intéressant qui nous attend aujourd'hui. Peu importe le stade dans lequel vous vous trouvez dans la création de votre marque, soit vous êtes déjà bien établi, soit vous démarrez seulement. Donc, d'autant plus qu'il faudra écouter ce que va nous dire Glénis. Et Glénis, je te laisse te présenter et puis te dire de quoi tu vas nous parler. Oui, bonjour à tous. Merci Svetlana pour cette introduction. Donc, moi, je suis Glynis Makoundou, avocate au barreau de Lyon. J'ai créé un cabinet d'avocats qui est dédié aux acteurs de la mode responsable, dont les créateurs de marques que j'accompagne donc depuis plus d'un an maintenant, avec des prestations juridiques dédiées dans tous les domaines qui concernent le début d'une jeune marque de mode, donc propriété intellectuelle, contrat, site e-commerce, conformité, choix du statut juridique, etc. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui très concrètement. Je suis accompagnée donc aujourd'hui par Margot Sanchez-Baltazar qui m'a rejoint depuis maintenant plus de 6 mois au cabinet, qui travaille avec moi notamment sur les sujets de propriété intellectuelle et qui vous présentera donc cette partie. L'objectif aujourd'hui, bien sûr, en 1 heure, on ne va pas avoir le temps de tout voir, mais je vais essayer d'être la plus concrète possible pour que vous ayez quelques bons réflexes, quelques idées de ce qu'il faut mettre en place ou en tout cas des signaux d'alarme qui doivent se passer au niveau juridique dans votre tête quand vous êtes en train de faire quelque chose, par exemple choisir un nom pour votre entreprise ou créer votre site e-commerce. Et puis, si vous voulez approfondir, on pourra en discuter soit en posant vos questions dans le chat, soit par ailleurs. Commençons sans plus tarder, si vous le voulez bien. Donc, je vous ai présenté rapidement le cabinet et nos intervenants. Je rebranche simplement ma batterie. Désolée. Hop. Voilà, ce serait dommage de vous perdre au milieu de cette intervention. Voilà, on s'est présenté rapidement. Les clients du cabinet, je vous en ai parlé, les marques et maisons, et aussi des prestataires de services, stylistes, modélistes, etc. Solutions numériques dans la mode toujours, plateforme de location, plateforme de mise en relation. Et puis, les services, je vous en ai parlé aussi. Les valeurs du cabinet, je pense que vous les connaissez. Celles de l'engagement, en tout cas, elles se manifestent aujourd'hui puisque je suis membre de Fashion Green Up depuis février 2022. C'est la 2e fois que je propose ce webinaire, à titre gracieux pour les membres. Donc aujourd'hui, on va parler donc du nom de marque d'abord et de la protection des créations pour la partie propriété intellectuelle. Ensuite, on parlera du statut juridique, de la négociation et de la rédaction de contrats dans le cadre de vos activités, de la conformité d'un site e-commerce, donc CGV, protection des données personnelles, et puis de la conformité produit et notamment ce qui concerne les étiquettes et les allégations environnementales. Donc, on terminera là-dessus. J'espère qu'on pourra arriver jusqu'au bout parce que c'est un sujet important dont on voulait vous partager certains points aujourd'hui. Donc, au fil de cette présentation, on va reprendre comme l'année dernière. Pour ceux qui étaient déjà là, je pense que j'ai vu une personne qui était déjà là l'année dernière. On avait Manon, qui est notre persona qui va nous suivre tout au long de cette présentation de mise en situation. Elle a décidé de créer sa marque de mode et elle va rencontrer donc diverses problématiques juridiques au fil de son aventure. On est parti du principe qu'elle crée une marque de jupe éco-responsable. Elle a 3 modèles et voilà. Mais on n'a pas encore son nom de marque. Et c'est justement ce qui va arriver maintenant. Donc, Margot, je te laisse reprendre la main à partir d'ici. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, effectivement, le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le nom de marque. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, Manon a déjà quelques idées qu'on va étudier par la suite. Si on peut passer la... Merci. Pour reprendre un petit peu les bases, une marque, c'est un signe distinctif qui vous permet, quand vous l'utilisez, d'identifier certains produits et services que vous allez concevoir ou commercialiser. Cette marque, elle fait l'objet d'une protection par le biais de la propriété intellectuelle, par le biais d'un enregistrement auprès d'un office et vous donne à vous un droit d'exploitation qui vous est exclusif pendant une durée de 10 ans, renouvelable indéfiniment. Cela, ça vous donne le droit à certaines actions si votre marque est par exemple copiée ou imitée par une autre personne, par un tiers, par un concurrent.
Cela vous donne les armes pour vous défendre par diverses actions juridiques. Ensuite, il y a plusieurs types de marques. Évidemment, la marque verbale que l'on connaît, qui est constituée d'une lettre, d'un mot, d'un ensemble de mots. Elle peut également être figurative, donc votre logo par exemple, mais aussi être semi-figurative, votre nom de marque et votre logo, comme on voit à l'écran avec le logo Hermès. Elle peut aussi être tridimensionnelle, si vous souhaitez protéger en tant que marque un objet, comme on voit avec la montre Rolex ici représentée. Et la marque peut finalement aussi être de positionnement, c'est-à-dire protéger un certain design, un certain objet à un endroit très précis d'un vêtement, d'une chaussure, comme on voit ici à l'écran avec la basket, dont ce détail sur la tranche est protégé en tant que marque. Et évidemment, vous pouvez déposer autant de types de marques que vous souhaitez pour votre entreprise. Cette protection, elle est demandée auprès de l'INPI qui demande que vous remplissiez un certain nombre de critères. Les 3 principaux, c'est ceux que vous voyez à l'écran, donc la distinctivité, la disponibilité et l'aspect arbitraire. Si on commence à étudier les noms proposés par Manon pour sa marque de jupe, on peut voir qu'elle a donc quelques idées ici. Et on va étudier chacun de ces noms par rapport aux critères qu'on a présentés. Donc, le premier critère, c'est la distinctivité. Une marque, quand on dit qu'elle est distinctive, c'est qu'elle permet de distinguer les produits et services de votre entreprise de celle d'une autre. C'est en fait la fonction essentielle de la marque. Pourquoi on a une marque? Pour informer le consommateur sur l'origine économique des produits et services. C'est comme ça que quand vous voyez telle marque, vous savez qu'elle fait tel type de produit et inversement. Il ne faut pas confondre, par exemple, l'origine économique, donc l'origine de l'entreprise, et l'origine géographique, qui serait un lieu de fabrication, de conception, de création. C'est 2 choses qui sont différentes, même si elles peuvent être liées, parce qu'une entreprise provient d'une certaine zone géographique. Mais tout ce qui est indication géographique, c'est soumis à un régime qui est très strict et très encadré. On le voit par exemple avec le nom qu'a choisi Manon, qui serait les jupes écossaises. L'Écosse est connue pour ses kilts, par exemple, donc ça pourrait être une origine qui est protégée par un régime juridique très strict dont elle ne pourrait pas s'approprier par son nom de marque. Ensuite, on a le critère arbitraire, qui signifie que la marque ne peut pas être descriptive de vos produits et services. C'est en fait pour une raison très simple, c'est que si votre marque était descriptive des produits et services que vous allez commercialiser, ça aurait pour conséquence de vous réserver ce mot-là pour votre produit. Et ça aurait pour conséquence de limiter la liberté de choisir des noms de vos concurrents, par exemple. Si Manon choisit comme marque les jolies jupes, eh bien, ça signifie que si ça lui était accordé, ses concurrents ne pourraient pas utiliser le terme jupe s'ils faisaient des jupes. Donc, ça ne serait pas possible. Donc, pour ça, on demande à ce que les marques ne soient pas descriptives. Et ça vaut également pour tout ce qui est logo et slogan qui ont tendance à parfois être descriptifs. Ils ne peuvent pas se limiter à ça. Voilà. Et finalement, un des critères très importants, c'est la disponibilité. Cela signifie que votre marque ne doit pas être déjà utilisée par un concurrent. Vous avez un registre qui est fait au niveau français pour les marques françaises, au niveau européen ou mondial, qui recense toutes ces marques et dans laquelle vous pouvez faire une recherche quand vous avez choisi votre nom de marque pour vérifier qu'elle est bien libre à l'identique, mais également que des marques similaires n'existent pas. On peut le voir avec l'exemple à l'écran. Si Manon décidait d'appeler sa marque Puget, on entend à l'oreille que c'est similaire à Puget, qui est une marque qui existe déjà. Donc, il faut faire attention à ces similarités-là qui peuvent être bloquantes si cela ressemble trop. Donc, cette recherche, elle est cruciale. Et l'INPI, donc l'Office national de la propriété industrielle français qui est chargé d'enregistrer les marques, ne fait pas cette recherche. L'Office vérifie les 2 autres critères, mais pas la disponibilité. Donc, il faut faire soi-même sa recherche sur le site de l'INPI pour une protection française, de l'UIPO pour une marque européenne, mais également à ne pas oublier sur les réseaux sociaux et sur Internet, parmi les noms de domaine et sur le registre des nominations sociales, donc les noms des entreprises, parce qu'une entreprise qui a déjà le nom que vous souhaitez enregistrer peut s'opposer à votre enregistrement, parce qu'elle aurait déjà un droit antérieur sur ce terme, sur ce mot. Comment faire cette recherche? Il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut regarder si votre marque est disponible à l'identique. Est-ce que le même mot, le même design, le même slogan est déjà enregistré? Ensuite, une fois que cette étape est passée,
il faudra essayer de repérer les marques qui sont phonétiquement, visuellement et conceptuellement similaires et qui peuvent, de surcroît, provoquer une confusion dans l'esprit du consommateur. C'est une étape qui est un peu plus difficile parce qu'il va falloir essayer d'envisager toutes les similarités qui pourraient exister avec votre mot. Il y a quand même quelques lignes directrices. Par exemple, pour les termes et les mots pour une marque verbale, on considère qu'ils peuvent être similaires s'ils ont seulement quelques lettres de différence, si le nombre de syllabes est exactement le même, par exemple, si la prononciation est similaire ou si le mot est visuellement similaire, par exemple dans l'agencement des lettres, mais également au regard du concept auquel le mot renvoie. S'il y a une idée forte derrière votre nom de marque et que la même idée forte est reprise par un nom de marque similaire, ça peut poser problème. Dans le cadre des dessins, ils peuvent être similaires si les couleurs, par exemple, sont identiques ou similaires, si les traits sont placés à des endroits très proches, si la forme générale est similaire, cela peut poser problème aussi. Et votre risque, c'est que le titulaire s'oppose à votre dépôt de marque ou plus tard qu'il agisse en nullité de votre marque et même en contrefaçon si vous exploitez une marque identique ou très similaire. À quel endroit faire cette recherche et le dépôt subséquent? C'est sur le site de l'INPI si vous recherchez une protection française, sur le site de l'EUIPO pour une protection à l'échelle européenne et sur le site de l'OMPI si vous cherchez une protection à l'échelle internationale. Et cette idée renvoie en fait à l'étendue de la protection qui est offerte par un dépôt de marque. La protection qui vous est proposée n'est pas globale. Elle est limitée sur le plan géographique tout d'abord, parce qu'on enregistre une marque pour un lieu géographique donné. Si on enregistre en France, la marque sera protégée en France. Elle est aussi limitée sur le plan temporel, on l'a déjà évoqué, pour une durée de 10 ans qui est renouvelable indéfiniment. Et pour vous donner un ordre d'idée des coûts que ça peut représenter, la protection française uniquement a un coût de 190 € plus 40 € par classe supplémentaire. Et quand on va à l'échelle européenne, on est sur 850 € et ensuite des frais supplémentaires par classe. Donc ça peut représenter un coût conséquent. Donc en fait, il faut être sûr de sa ligne directrice et de son choix de pays. Et la protection mondiale complète n'existe pas. Donc ces frais sont à multiplier pour chaque pays dans lequel vous souhaitez ensuite enregistrer si vous voulez une protection encore plus étendue. La protection, elle est également limitée à votre activité. On l'a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure avec la notion de produits et de services. On a un outil qui est la classification de Nice, qui en fait est une longue liste qui regroupe tous les produits et services qui relèvent de la création, qui sont commercialisables. Par exemple, la classe 25, c'est peut-être celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est celle qui est relative aux vêtements. Donc, si vous enregistrez une marque, vous allez l'enregistrer en classe 25 pour la confection et la commercialisation de vêtements. Cette protection, elle est donc limitée en fonction des classes. Vous allez déposer pour une ou plusieurs classes et ensuite, dans ces classes, vous allez rédiger un libellé qui décrit votre activité. Pour être plus clair, par exemple, vous savez que vous faites une marque de mode, mais vous savez que vous allez vous concentrer sur les jeans. Ce qui vous plaît, c'est de faire des pantalons en dénime. Donc, vous allez enregistrer en 25 et ensuite écrire pantalon en dénime, jeans, etc. dans le libellé. Et votre marque ne sera protégée que pour ça et uniquement pour ça. C'est ce libellé qui réellement décrit l'étendue de votre protection et pas la classe entière. Donc, pour faire un petit point général, dans votre checklist, il faudra choisir un nom qui est distinctif et libre. Cette liberté, il faudra vous en assurer par une recherche d'antériorité. Il faudra ensuite choisir les classes pertinentes à votre activité et rédiger le libellé le plus proche possible de ce que vous comptez commercialiser. Ensuite, évidemment, déposer la marque auprès de l'office compétent, puis surveiller sa marque et la défendre, évidemment. C'est très important de vérifier qu'en fait, un concurrent ne dépose pas une marque similaire ou identique. Et alors, une fois que vous avez déposé votre nom, vous allez commencer à créer et il viendra le moment de protéger vos créations, une question que vous vous posez certainement. On voit que Manon a conçu et confectionné plusieurs modèles de jupes et elle se demande si elle peut se protéger contre la copie. Alors, il y a plusieurs modes de protection qui lui sont proposés pour ce type de création. Le premier, c'est la protection qui est offerte par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est un mode de protection qui repose premièrement sur le principe que les idées sont de libre parcours et donc ne sont pas protégeables.
Ça signifie que l'idée de créer une jupe, ce n'est pas quelque chose qui peut être protégeable en tant que tel. Ce qui va être protégeable, c'est comment l'auteur interprète la jupe. C'est pour ça que les critères de protection, c'est d'abord l'existence d'une création, c'est logique, qui soit concrétisée sous une certaine forme. Donc, même si elle n'est pas réalisée, si elle est suffisamment détaillée, par exemple, une description très détaillée de la jupe pourrait suffire pour concrétiser cette création. Et le dernier critère, c'est le plus difficile à remplir, c'est le critère de l'originalité. Il faut en fait que votre création suscite quelque chose d'original qui relève de choix qui sont libres, créatifs, arbitraires, et surtout qui relève de l'empreinte de la personnalité de l'auteur, qui en fait font dire que cette jupe, c'est vous qui l'avez créée, c'est vous l'auteur. C'est un critère qui est assez difficile à remplir en termes de création de mode parce qu'il y a quand même un fond commun de création qui est assez important, dont il est assez difficile de tirer une originalité. Cette protection, donc, elle n'est sans formalité, donc pas d'enregistrement, pas de dépôt. Il faudra seulement rapporter la preuve de la création avec une date et votre titularité en cas de problème. Et donc, la deuxième option qui vous est offerte, c'est la protection par les dessins et modèles, qui est un autre régime juridique de la propriété intellectuelle. Ce régime, il protège l'apparence d'un produit, donc vraiment l'aspect visuel et non l'aspect technique que pourrait protéger un brevet. Et il repose sur 2 critères qui sont en premier lieu la nouveauté. Donc, il faut qu'aucun autre dessin et modèle identique n'existe sur le marché, même le vôtre. Ça signifie que vous devrez conserver la nouveauté de votre modèle avant qu'il soit déposé, sinon vous pourrez vous-même briser votre propre nouveauté par votre dépôt. Et enfin, un caractère propre. Cela signifie que l'effet visuel d'ensemble que suscite votre dessin et modèle doit être différent de ce qui existe déjà sur le marché. Cette protection, comme pour les marques, elle est soumise à un dépôt, donc un enregistrement. Et une fois que vous détenez votre titre, il est couvert d'une présomption de validité qui fait que vous n'aurez pas à prouver que vous remplissez bien les critères. Ce sera à votre concurrent, s'il dit que votre titre n'est pas valable, de prouver qu'il n'est pas nouveau ou qu'il ne présente pas de caractère propre. Alors, je comprends, je dis, quand je fais un peu, vous allez dire étudiant. Ouais, voilà. Voilà, et toi, c'est bien. Mais l'intention est bonne. Oui, et après, il m'a répondu, il m'a dit, les questions, ça, c'est bon. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Parce que du coup, là, j'ai des poches comme ici. Margot? Oui, on peut passer à la slide. Je pense qu'on peut reprendre. Ok. Donc, je disais que la protection naît grâce à cet enregistrement et que vous avez ensuite une présomption de validité sur votre titre qui vous permet donc de mieux vous défendre si un tiers vous copie. Donc, cette protection, elle vous protège contre la contrefaçon, donc la reproduction à l'identique de votre dessin au modèle, mais également, comme on le disait avec le critère du caractère propre, contre des créations qui ne produisent pas une impression visuelle différente. Donc, c'est quand même une protection qui est assez forte. Cette protection, elle est valable pour une durée de 5 ans, qui est renouvelable jusqu'à 5 fois, donc jusqu'à 25 ans, et elle est possible au niveau français, européen ou international, de la même manière que pour les marques. Vous avez également l'opportunité de réaliser un dépôt simplifié, qui peut être très utile si vous souhaitez déposer plusieurs modèles d'un coup, mais que vous ne savez pas encore lesquels vous voudrez vraiment protéger, lesquels seront vraiment iconiques et vraiment porteurs de votre marque. Et donc, vous pouvez enregistrer une collection entière et ensuite faire publier et payer les taxes sur uniquement les modèles qui vous intéressent réellement. En termes de coûts, pour des dessins et modèles, le dépôt classique est tarifé à 39 € pour un dépôt avec 2 représentations de votre dessin au modèle. Ensuite, par reproduction supplémentaire, donc par visuel que vous allez déposer supplémentaire, ce sera des coûts qui sont ajoutés en fonction de la reproduction en couleur ou noir et blanc. Le dépôt simplifié, il est de 39 € pour 100 modèles. C'est pour ça qu'il est très intéressant si vous préparez une collection entière. Et vous avez également la protection de l'enveloppe solo qu'on a déjà un petit peu évoqué en filigrane quand on parlait de droit d'auteur. L'enveloppe solo, c'est pas une protection à proprement parler, mais c'est un moyen probatoire qui vous permet de conserver sous scellé, en fait, dans une enveloppe scellée à l'INPI, donc l'Institut de propriété intellectuelle, la preuve de votre création, par exemple avec des images, avec la date de votre création, peut-être une brève description,
Donc, cette enveloppe est scellée et vous permet en fait de conserver une date précise à laquelle vous aviez créé. Et cela peut être utile si vous avez un problème avec un concurrent, un litige, de pouvoir prouver que vous avez bien créé avant. Et c'est au tarif de 15 € par enveloppe. Au format physique ou électronique, on conseille de faire réaliser une enveloppe par création pour plus de simplicité. Et donc cette enveloppe solo, elle peut s'avérer utile pour les dessins et modèles non enregistrés qui sont sur la slide suivante. C'est un mode de protection plutôt défensif qui existe au niveau européen, qui vous offre une protection gratuite sans aucun dépôt, mais qui est limitée à une durée de 3 ans à compter de votre première divulgation de votre dessin au modèle, uniquement pour les copies absolument identiques qui sont réalisées avec intention de nuire. C'est-à-dire un client ou un concurrent voit votre dessin modèle, votre création, et décide de la copier pour créer quelque chose d'absolument similaire, d'absolument identique. Dans ce cas-là, cette protection pourra être mise en œuvre et pourra vous protéger. Vous pourrez intenter une action sur ce fondement-là, même si vous n'aviez pas déposé. Mais il ne faut pas, il n'est pas conseillé en tout cas de se reposer uniquement sur ce mode de protection si vous pouvez enregistrer par ailleurs, parce que c'est assez restreint en fait. C'est pour les copies uniquement à l'identique. Donc si jamais il y a quelque chose qui diffère, vous ne pourrez pas vous reposer sur ce mode de protection. Et donc le dernier questionnement qui pourrait vous arriver, c'est que faire en cas de création commune? Si vous avez commencé à créer avec un proche, ou si vous avez fait appel à une styliste modéliste en freelance pour vous aider à mettre en œuvre vos idées, pour vous aider à créer votre univers de marque, eh bien, cette personne pourrait être investie de certains droits de propriété intellectuelle du fait qu'elle a créé. Donc, il faut bien penser à prévoir une cession de droits de propriété intellectuelle par écrit avec cette personne, donc par le biais d'un contrat, par exemple. Cette cession, elle a des conditions de validité strictes qui sont, elle doit être rémunérée, elle doit être limitée temporellement, géographiquement et dans les usages qui sont accordés, sinon elle ne sera pas valide. Donc pour faire un point, la première chose à laquelle il faut penser, c'est toujours prévoir une cession de droit par écrit si vous co-créez avec une personne. Ensuite, prendre des mesures afin de garder la preuve de la date de la création, par exemple par le biais d'une enveloppe solo. Ensuite, il vous faudra choisir le mode de création le plus approprié aux caractéristiques de votre création, réaliser les dépôts si c'est applicable, et surtout garder la confidentialité de vos créations jusqu'à l'enregistrement pour ne pas risquer de briser la nouveauté, par exemple par des accords de confidentialité avec les personnes avec qui vous travaillez. Merci Margot pour cette partie. Alors avant d'enchaîner sur le statut juridique, il y a 2 questions auxquelles je n'ai pas pu répondre dans le chat parce que ça nécessitait d'expliquer un peu plus. La première, c'était celle de Loïc qui demandait est-ce qu'il est possible de détailler l'aspect de la marque tridimensionnelle. Donc oui, c'était l'exemple de la montre Rolex. En fait, c'est très particulier la marque tridimensionnelle, il y a des conditions strictes. Il faut qu'en fait, elle remplisse la fonction de marque. Et on l'a vu au début, c'est un signe qui permet de distinguer vos produits et services de ceux des autres. Ça veut dire que quand on voit l'objet, on doit tout de suite l'associer à votre entreprise. Et ça marche pour Rolex parce qu'en fait, rien qu'en voyant cette montre, on sait que ça vient de l'entreprise Rolex. Par contre, on a Dior qui a essayé de le faire pour le sac Saddle, qui a une forme de selle. Et ça n'a pas fonctionné par contre parce que l'INPI a considéré qu'en fait, il y avait déjà des sacs qui avaient cette forme et que finalement, ce n'était pas quelque chose qu'on rattache obligatoirement à Dior. Et donc, ils n'ont pas réussi à déposer cette marque. Du coup, ce n'est pas quelque chose qui est très courant. Si on essaye de déposer une marque tridimensionnelle, il y a quand même un risque que l'INPI décide de ne pas l'accepter. Parce que ça signifierait, en fait, si on réfléchit, que plus aucune marque ne peut faire de sac en forme de selle, plus jamais, parce que Dior fait ce sac. Donc, en fait, c'est un type de marque qui reste assez rare, en tout cas dans le domaine de la mode. Loïc, si ça ne répond pas totalement à votre question, n'hésitez pas à écrire un nouveau petit mot dans le chat. Ensuite, il y avait une question de Wendy. Doit-on déposer une marque qui porte le nom propre et le prénom de la personne qui le crée? Donc là, j'imagine que vous vous dites, que vous voulez déposer un nom et prénom. Donc, je pense sur ça, 2 éléments que je peux vous donner. Le premier, c'est qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires. Donc, en fait, si une autre personne porte le même nom de famille, par exemple, et a déposé une marque, ça ne vous empêchera pas, vous, d'utiliser votre nom de famille.
Après, une marque, c'est rarement quelque chose qui reste individuel et qu'on fait pour soi tout seul. Si demain, vous êtes en société ou que vous cédez votre marque à une société et que c'est du coup une personne morale qui ne porte pas vos noms et prénoms, et ben là, ça vaudra quand même le coup que la marque soit enregistrée en tant que telle et qu'elle puisse être exploitée par d'autres personnes plus tard. Donc, quand on voit un peu grand, il vaut mieux la déposer également. Ensuite, on avait une question de Déborah, donc oui, qui est liée à sa première question sur l'UNAMAC et le mot hamac. Donc en fait, de manière générale, ce qu'on peut répondre sur ça, c'est que le critère, c'est toujours celui de la descriptivité. Donc si l'INPI considère que le nom du produit est dominant dans le nom de marque et que du coup, ça reste quelque chose de descriptif et que ça bloque l'usage de ce nom pour toutes les autres entreprises qui produisent le même produit, l'INPI refusera l'enregistrement de la marque. Donc après, pour chaque cas particulier, il faut faire une recherche sur ce qui existe déjà, sur les jurisprudences qui existent, sur des compositions similaires pour voir ce qui a été refusé ou pas, et retenir qu'il reste toujours une part de risque à ce sujet. Donc, je ne peux pas répondre là en direct sur des noms précis, sur vos situations personnelles et exprimer un avis sans avoir fait de recherche. Mais sur le principe, retenez que c'est le critère de la descriptivité qui joue. Ok, j'ai encore une question. Est-ce qu'il faut déjà avoir créé son entreprise pour déposer sa marque? Alors, ça rejoint une question à laquelle j'ai répondu dans le chat tout à l'heure. Vous pouvez déposer une marque en tant que personne physique, donc en tant qu'individu, en tant que personne. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est pareil, en fait, vous déposez en tant que vous, individu. Et vous pouvez aussi déposer en tant que personne morale, donc société immatriculée. Si vous êtes entre deux, vous êtes en train de rédiger vos statuts, vous allez bientôt immatriculer votre société et c'est elle qui va exploiter la marque, vous pouvez déposer, vous, au nom et pour le compte d'une société en cours de formation. Et une fois que votre société est immatriculée, il faut faire une démarche à l'INPI pour transférer la marque en fait à la société. Donc tout est possible. En tout cas, si vous avez une bonne idée de nom et qu'elle est disponible, qu'elle répond à tous les critères, je recommande toujours de l'enregistrer tout de suite et puis de faire les transferts après, plutôt que d'attendre d'avoir immatriculé votre société, ce n'est pas obligatoire. Alors, dans les questions, je ne vois plus de questions. À part l'association Migracop, est-ce qu'on recevra les slides? Oui, c'est prévu. On a prévu de vous envoyer les slides après. Donc, les détails, c'est vrai que là, on est obligé d'aller un peu vite pour couvrir tous les sujets. Une question sur la durée de l'enregistrement. Alors oui, ça prend longtemps. En fait, on fait la recherche d'abord. Ensuite, à partir du moment où on fait la demande d'enregistrement, l'INPI a quelques semaines pour publier cette demande au bulletin officiel de la propriété industrielle. Et donc là, la marque n'est pas encore enregistrée, elle est juste publiée pour que les tiers qui estiment que votre marque, qui pourraient estimer que votre marque porte atteinte à leurs droits, par exemple, ils estiment qu'ils ont une marque déjà déposée qui ressemble trop et ils ne veulent pas que vous déposiez, ils ont 2 mois à compter de cette publication pour faire signe à l'INPI et former opposition. Donc, pendant ce délai d'opposition de 2 mois, votre marque est toujours pas enregistrée. Une fois que le délai est expiré, l'INPI a encore 2 mois supplémentaires pour examiner les critères de validité dont on a parlé. L'absence de descriptivité, le caractère arbitraire, le libellé, est-ce que vous avez bien mis les bons produits dans les bonnes classes, etc. Ça, l'INPI fait cet examen formel. Et donc, ça peut durer jusqu'à 4 mois ou 5 mois avant que votre marque soit définitivement enregistrée, sachant que la protection, par contre, sera rétroactive au jour de votre dépôt. Donc, oui, vous pouvez vous y prendre à l'avance. Après, si vous voulez déposer d'abord en France, vous aurez ensuite la possibilité d'étendre à d'autres pays. Donc, c'est pareil, vous pouvez commencer par un petit dépôt en France, rapide, et puis ensuite renforcer votre protection, votre stratégie de protection plus tard, en fait, dans la vie de votre entreprise. Alors, on a une question de Pascal. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Et en plus, là, on est sur un cas un peu particulier, mais sans difficulté pour en discuter ensemble, soit après la présentation ou si on a le temps, on reviendra à la fin. À votre question, mais vous nous parlez d'un harnais qui est fabriqué de manière upcyclée, etc. Et vous nous demandez est-ce qu'il faut protéger.
Oui, là, c'est compliqué de vous répondre comme ça. Donc, on va avancer. Si vous ne m'en voulez pas, Pascal, on reviendra à la question plus tard. Donc, partie 3, statut juridique. Donc là, on a la question du statut, elle se pose assez tôt finalement dans un projet parce qu'on va commencer à vous demander un numéro de SIRET ou un numéro de TVA, par exemple, pour faire des devis. Voilà, ça va être quelque chose qui va se poser assez rapidement. Et finalement, la question sur laquelle dont on va parler rapidement, c'est est-ce que je fais d'abord un statut auto-entrepreneur et puis ensuite un statut de société, ou est-ce que je reste en auto-entrepreneur? Est-ce que je fais directement ma société? Donc, on ne va pas pouvoir répondre à cette question de manière claire parce qu'elle dépend, vous vous en doutez, de votre situation personnelle, de ce que vous prévoyez en fait pour votre projet. Là, je vous ai mis une liste en fait des critères qu'on prend en compte quand on choisit un statut juridique. Combien vous allez investir? Quel est votre prévisionnel financier? Votre situation personnelle? Est-ce que vous bénéficiez d'une aide au retour à l'emploi ou à la création d'entreprise? Est-ce que vous êtes encore salarié en parallèle? Est-ce que vous allez directement vous rémunérer avec votre entreprise? Est-ce que vous souhaitez vous associer ou pas? Parce que si vous êtes en auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas vous associer, par exemple. C'est une entreprise individuelle, ça porte bien son nom. Le régime fiscal et social, c'est aussi une question. Quelle sera la protection sociale liée à votre statut que vous allez choisir, de dirigeant d'entreprise ou d'entrepreneur individuel, et votre fiscalité, qu'est-ce qui est optimal finalement pour vous? Vous savez qu'en auto-entreprise, on va payer un forfait en fait de cotisation sociale et sur option un forfait d'impôt sur le revenu, alors qu'en société, ça se présente différemment selon que vous soyez en EURL ou en SASU, si vous êtes tout seul. Voilà. Après, on va avoir des questions de transmission d'entreprise. Et pour l'économie sociale et solidaire, si vous voulez avoir une entreprise à mission ou alors une entreprise de l'ESS, la forme société est celle qui est la plus adaptée. Donc finalement, le régime auto-entrepreneur, je ne suis pas en train de dire que c'est nul. Il y a des gens qui vous diront non, c'est pas bien l'auto-entreprise, etc. Ça peut être utile dans certains cas, ça peut être le statut le plus adapté. Par exemple, si vous testez un projet à côté d'une activité salariée, que vous faites des choses d'abord à petite échelle, vous voulez creuser l'idée, et puis qu'ensuite vous construisez vraiment votre entreprise, vous pouvez dans un second temps créer une société. Donc, si vous avez des questionnements là-dessus, en fait, il faut bien envisager les avantages et inconvénients de chaque statut avant de faire un choix. Au niveau des contrats, on va parler de quelques pièges qui peuvent se présenter rapidement. Parce que là, on est à l'étape où vous êtes peut-être au début et vous vous dites « Ok, je vais travailler avec une couturière ou un atelier ou une couturière indépendante ou un styliste modéliste ou peut-être quelqu'un qui vous propose de vous accompagner sur l'ensemble des étapes de dessin, de modélisme, de prototypage et puis ensuite de fabrication en petite série, par exemple. Et finalement, vous allez trouver ces prestataires, il y a des plateformes pour ça, ou le réseau, et on ne prend pas toujours la peine de contractualiser de manière très précise. Moi, je le vois dans les litiges qui m'arrivent en fait après, quand on a par exemple un souci de livraison. Là, je vous racontais l'histoire de Manon, qui fait appel à Joy, une couturière indépendante pour ses premières collections, et puis finalement, après avoir remis le tissu et payé la compte, elle n'a plus de nouvelles. Elle a beaucoup de mal à l'avoir au téléphone, il y a un retard de livraison sur la date promise, ça s'allonge, etc. Et finalement, dans ce genre de situation, c'est là qu'on se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, moi, je suis porteur de projet, j'ai investi, j'attends, je ne peux pas avancer dans mon projet, je n'ai pas mes prototypes. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, on va regarder les CGV, en fait, ou le devis. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de contractualisé? Ce n'est pas toujours le cas. Donc, quelques principes simplement à retenir. Si vous n'avez pas de contrat écrit, c'est pas grave dans le sens où l'écrit n'est pas obligatoire pour la conclusion d'un contrat. Il suffit qu'il y ait une rencontre des volontés. Donc, vous vous mettez d'accord, par exemple, par échange de mails ou au téléphone, sur ce que vous voulez faire ensemble. Quelle prestation, quel prix? Vous pouvez faire, et vous avez peut-être un devis où il y a juste le prix de la prestation, une ligne, l'identité du vendeur et c'est tout. Le problème que vous aurez, c'est celui de la preuve.
vous n'allez pas pouvoir, partant d'un simple devis où il y a pas grand-chose d'indiqué, vous n'allez pas pouvoir prouver ce que vous aviez vraiment défini ensemble. Donc, les sujets les plus courants qui peuvent arriver, c'est l'absence totale de livraison ou le retard, ou encore des défauts de confection. Et là, voilà, quand chaque partie est de bonne foi, chacun a fait de son mieux, mais finalement, on a un problème de confection. Ça peut venir soit du tissu qui est endommagé ou qui n'était pas de la bonne qualité nécessaire pour réaliser ce que vous vouliez. Ça peut venir d'un problème à l'atelier qui a mal fait son travail. En fait, il y a différentes sources. Et finalement, pour savoir comment vous allez pouvoir régler ce problème et en tant que porteur de projet, être indemnisé ou aller de l'avant, on va revenir à ce que prévoient les conditions générales de vente. Et s'il n'y en a pas, on va revenir à ce que dit le droit commun des obligations, le code civil en fait. Et c'est déjà plus compliqué quand on se retrouve dans ce type de situation. Donc finalement, sans plus rentrer dans les détails, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment quand vous allez contractualiser avec un prestataire, quel qu'il soit, de lui demander un devis, mais aussi ses conditions générales de vente ou de service. Et en fait, s'il n'en a pas, vous pouvez proposer de mettre quand même les choses par écrit dans un contrat qui ne fait pas forcément 50 pages, mais qui va avoir des clauses essentielles comme déjà la description bien concrète de ce que le prestataire s'engage à faire. Est-ce qu'il va vous faire un prototype ou 5 prototypes? Est-ce qu'il va vous livrer les fiches techniques ou pas? Combien d'allers-retours vous avez prévu pour le prix forfaitaire? Ou est-ce que c'est un prix à l'heure? En fait, ça, c'est des choses dont on peut parler en amont pour éviter les mauvaises surprises. Vous pouvez aussi prévoir ce qui se passe en cas de retard, parce que pour le retard de paiement, il y a toujours des pénalités qui sont prévues. Par contre, pour les retards de livraison, c'est plus rare que le cas soit envisagé en amont. Et puis, le fait d'écrire un contrat écrit, ça vous permet aussi de mettre en place les clauses de cession de droit. Par exemple, si vous travaillez avec un styliste indépendant qui vous dessine votre collection, c'est important ensuite, vous, pour pouvoir protéger des dessins et modèles, que ce soit vous qui soyez titulaire des droits dessus. Donc, en fait, vous allez mettre dans votre contrat avec le prestataire une clause de cession de droit ou une clause de confidentialité aussi. Vous envoyez vos fiches techniques et tous vos dessins à un atelier. Vous pouvez demander à ce qu'il y ait une clause de confidentialité dans ces conditions générales de vente pour que l'atelier s'engage à ne pas les diffuser. Donc, dans le chat, j'ai une question. Est-ce qu'on peut voir avec vous pour les conditions générales de vente? Oui, bien sûr. C'est une prestation qu'on propose au cabinet, soit de négocier celle qu'on vous remet, parce que parfois, elles existent, mais ce qui est dedans, c'est pas top pour vous en tant que client, ou alors d'en rédiger si votre prestataire n'en propose pas du tout. Ou si vous êtes prestataire de service, les vôtres, en fait, que vous allez proposer à vos clients et qui sont aussi là pour protéger votre activité et la structurer. Donc, que ce soit relecture, négociation ou rédaction, effectivement, on peut vous accompagner. Donc, voilà, on ne va pas en reparler, on ne va pas plus s'étendre que ça, mais vous avez dans la présentation une petite checklist des clauses qui sont assez importantes. Par exemple, celle de la sous-traitance, je voulais aussi vous dire 2 mots. Si vous avez fixé, par exemple, des engagements, vous avez une charte pour votre marque, où vous dites, moi, je veux que mes produits soient fabriqués dans telle et telle condition, je veux que ce soit fabriqué en France, dans des ateliers où telle et telle condition de travail soit respectée, etc. Ou alors un atelier labellisé, parce que dans votre communication, vous voulez utiliser un label, et pour ça, il faut que le tissu et toutes les chaînes sur la chaîne de production soient labellisées. En fait, la question de la sous-traitance, ça peut poser problème dans le sens où si votre atelier sous-traite à des ateliers qui ne sont plus en France, du coup, même si vous allez quand même pouvoir mettre fabriqué en France parce que selon les textes, la dernière partie de la prépondérance de votre produit sera faite en France, s'il y a une partie qui est faite à l'étranger, finalement, vous ne serez peut-être plus dans les clous de votre charte. Donc, la question de la sous-traitance, elle n'est pas neutre. Est-ce que l'atelier avec qui vous allez travailler la pratique? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il prend des engagements pour que ce soit dans des conditions similaires à celles que vous avez vues quand vous avez visité cet atelier? C'est aussi une clause qui est intéressante à étudier de près. Voilà, donc quelques éléments rapides là-dessus pour que dans le quart d'heure qui nous reste, on puisse avancer sur le e-commerce et le droit de l'environnement. Donc, e-commerce, là, je pense que vous allez tous avoir cette phase. Si vous êtes porteur de projet, vous allez faire votre site et pour pouvoir vendre vos produits en ligne, même si vous vendez aussi en boutique ou en dépôt-vente ou quoi que ce soit, on a quand même tous un site e-commerce. Donc, pour ça, vous avez forcément entendu parler des conditions générales de vente et du RGPD.
Donc, protection des données personnelles. Il faut savoir que dès que vous allez mettre un formulaire de contact sur votre site ou même le formulaire de commande, vous collectez des données à caractère personnel, le nom, le prénom, l'adresse, ne serait-ce que ça, l'adresse mail, et que finalement, vous êtes responsable du fait de garantir que ces données elles soient traitées conformément aux garanties que donnent les textes de loi français et européens à toute personne quant à ces données personnelles. Ça veut dire de manière concrète que vous allez devoir informer la personne, l'utilisateur de votre site, de ce que vous faites avec ces données, pourquoi, pendant combien de temps, comment vous les conservez, quelles mesures de sécurité vous avez mis en place pour vous assurer qu'il n'y ait pas de fuite de données, qu'elles soient révélées partout sur le net, est-ce que le paiement sur votre site est sécurisé. Voilà, vous allez informer de la façon dont vous traitez les données et puis bien sûr mettre en place toutes ces mesures pour que ce soit fait correctement. Et tout ça, c'est fait dans une politique de confidentialité. Pareil pour les cookies qui sont utilisés par le système que vous allez utiliser a forcément des cookies. Et puis certains outils que vous mettrez en place, par exemple, pour suivre le parcours des utilisateurs et voir quels sont les produits qu'ils ont le plus consultés ou ce genre de choses. Ça nécessite forcément d'utiliser des cookies. Et sur ça, il y a disons des règles spécifiques pour que l'utilisateur puisse soit les accepter, les refuser, selon leur finalité, etc. Donc, pour ça, il y a des outils pour se mettre en conformité. Ce n'est pas quelque chose d'hyper technique qui est impossible à faire, mais il faut y penser, tout comme les mentions légales qui vont être indiquées sur votre site. Tout ce que vous racontez dans vos CGV, votre politique de confidentialité, ça doit se retrouver aussi dans votre tunnel d'achat. En fait, ça doit se retrouver sur le site. Si vous écrivez nous déposons tel et tel cookie, finalement, on va aller vérifier que c'est bien ceux-là qui sont déposés, ni plus ni moins. Si vous indiquez que vous avez un délai de retour de 30 jours dans vos CGV, et sur le site, quand vous faites sur votre page retour, il faudra que l'information cadre avec ça aussi. Donc, en fait, quand au cabinet, on fait la mise en conformité d'un site e-commerce, on ne se contente pas de rédiger simplement des textes comme ceux qu'on peut trouver en modèle sur Internet partout, mais on va aussi faire un test, en fait, une commande test et valider tout le tunnel d'achat et voir que ce qui est dedans correspond bien à ce que vous avez mis dans vos textes. Je voulais vous faire un focus sur les conditions générales de vente qui sont en fait dans cette configuration. C'est plus vous qui êtes client d'un atelier, par exemple, et vous êtes entre professionnels. Là, c'est vous qui êtes professionnel vendeur et vous vendez à des consommateurs, si vos clients sont des consommateurs, bien sûr, pour vos collections. Et donc là, vous devez respecter le droit de la consommation qui est très protecteur du client. Donc, vous allez lui accorder son droit de rétractation, évidemment, que vous connaissez en tant qu'acheteur, je pense. Au niveau de la livraison, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez, en tant que vendeur, une obligation de plein droit de livraison envers votre client. C'est-à-dire que si le paquet se perd en cours de route, qu'il y a quoi que ce soit comme problème et que le client ne le reçoit pas, c'est vous qui êtes responsable. Vous ne pouvez pas dire au client débrouillez-vous avec le transporteur parce que moi, je l'ai envoyé, donc j'ai exécuté mon contrat. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête quand vous prévoyez vos contrats avec les transporteurs, finalement, quelles sont les garanties supplémentaires que vous allez pouvoir vous souscrire pour vous protéger en cas de perte de produit, parce que ce n'est pas le client qui pourra, ça ne pourra pas être répercuté à ce stade-là. Dans les CGV, on envisage aussi les garanties que vous allez accorder à vos clients consommateurs. La garantie de conformité, donc, qui signifie qu'en fait, le produit que vous lui livrez, il doit être conforme à l'utilisation qu'on peut attendre classiquement de ce produit. Une veste à fermeture éclair, elle doit pouvoir se fermer. Il ne faut pas qu'il y ait de défaut, en fait, et que ce soit conforme à ce que la personne a commandé, évidemment. Et puis, il y a aussi la garantie des vices cachés. Ça concerne en fait toutes les choses qui ne peuvent pas se voir au premier coup d'œil quand on achète un vêtement. Ça peut être parfait et puis ensuite vous le lavez 2 fois en respectant les instructions de lavage et puis le produit est complètement, il est déchiré, il a des trous, etc. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir quand on l'a acheté au premier coup d'œil, mais finalement qui se révèle pendant l'utilisation. Et là, c'est pareil, le consommateur, il a la possibilité du coup d'obtenir une réparation, un remplacement ou un remboursement. Et cette garantie, vous devez l'en informer dans vos CGV. Donc, voilà une des clauses à ne pas oublier, mais aussi à maîtriser, parce que finalement, ce n'est pas juste le tout de l'avoir écrit, mais il faut aussi l'avoir en tête pour que quand un client vienne vers vous et vous dise « je veux faire jouer telle et telle chose », que vous ne soyez pas pris au dépourvu finalement, parce que vous n'aviez pas forcément en tête ce que cette clause signifie pour vous.
Et un dernier point qui est souvent oublié dans les CGV, c'est celui du médiateur de la consommation. En fait, quand vous vendez à des consommateurs, s'ils ont un litige ou une réclamation à faire, il faut que vous leur donniez la possibilité de le faire gratuitement à travers un médiateur. En fait, ils ne vont pas aller directement devant les tribunaux pour leur commande en ligne. Donc, ce médiateur, c'est à vous d'adhérer à un organisme ou à un médiateur de la consommation et de fournir les coordonnées de ce médiateur dans les CGV, comme pour que le client puisse trouver ses coordonnées et le contacter en cas de problème. L'adhésion, elle ne coûte pas forcément très cher. Il y a plein de médiateurs, en fait, sur plein de sujets. Il y en a un qui est pas mal pour les ventes en ligne, que moi, je recommande souvent à mes clients. Ce n'est pas très cher, mais il faut savoir que si vous n'adhérez pas et que vous ne mettez pas les coordonnées de ce médiateur dans vos CGV, par contre, c'est passible, c'est assimilé à une pratique commerciale trompeuse et c'est passible d'une amende. Depuis le 28 mai dernier, je crois que ça a été aussi augmenté. Donc là, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément présent à l'esprit parce que finalement, vos clients, ils vont peut-être vous écrire un mail d'abord et vous dire j'ai un problème avec ma commande et vous allez mettre en place votre politique commerciale et il n'y a pas de raison qu'on en arrive jusque-là, mais il faut quand même que ce soit prévu dans vos CGV. Donc là, on avait un petit cas qu'on va passer rapidement parce que je vous ai donné les réponses et que je voulais garder du temps pour vous parler du droit de l'environnement et de la conformité produit. Donc, pour terminer là-dessus, on fait un petit point au niveau de la loi AGEC sur ce qui s'applique directement à tout le monde et ce qui s'applique uniquement aux entreprises qui font déjà une certaine taille. Parce que souvent, il y a des confusions et en fait, dans le texte, on a des choses qui s'appliquent à toutes les entreprises du secteur textile et puis d'autres qui vont rentrer en vigueur progressivement. Donc, pour toutes les entreprises, vous avez la signalétique Triman, donc qui vise à informer le consommateur sur ce qu'il doit faire de ses textiles usagés. Donc, ça se présente, comme vous voyez à l'écran, le petit bonhomme avec les 3 flèches. Après, on a une représentation par un pictogramme du type de produit. Donc, si vous ne faites que des chaussures, vous pouvez mettre que la chaussure. Si vous faites que des vêtements, vous mettez que le vêtement. Et ce drap-là, ça représente le linge de maison. Si vous faites les 3, vous mettez les 3 en même temps. Et ça indique qu'il faut les mettre dans une benne. Et on a le site internet de Que faire de mes déchets pour trouver où on peut trouver les adresses des bennes. Donc, ça, c'est une signalétique qui doit être placée sur l'étiquette du produit ou sur les documents qui accompagnent le produit. Donc, ça peut être un flyer ou une petite fiche que vous mettez dans vos cartons, dans vos envois. Si vous décidez, donc ce n'est pas forcément sur le site internet, sur la fiche produit ou quoi que ce soit. Si vous voulez l'afficher quand même sur vos fiches produits ou à n'importe quel autre endroit, il faut quand même toujours respecter la charte graphique en fait de ce Triman qui est imposée par Refashion. Donc, si vous allez sur le site de Refashion, vous pouvez télécharger la charte graphique et avoir ces pictogrammes. Vous n'êtes pas obligé de les reconstruire vous-même. Et il y a toutes les indications sur comment les utiliser, à quelle taille, à quel endroit, etc. Sans trop m'étendre, c'est un mécanisme qui est critiqué par l'Union européenne en ce moment. Ils disent qu'en fait, comme c'est une réglementation pure française, ça rend les choses plus compliquées pour les vendeurs qui voudraient, depuis l'étranger, vendre en France parce qu'ils sont obligés de respecter cette réglementation. Du coup, ce serait une barrière à l'entrée et ce serait quelque chose d'anticoncurrentiel au niveau européen. Mais pour l'instant, ce n'est pas tranché. Donc, retenez que ça reste applicable et que ce Triman doit figurer sur vos étiquettes. Ce qui s'applique aussi à tout le monde, c'est l'interdiction du greenwashing et qui est assez concrétisé finalement dans le Code de l'environnement maintenant, puisque c'est interdit d'indiquer qu'un produit neuf est biodégradable ou respectueux de l'environnement ou toute mention équivalente, toute allégation environnementale équivalente. Donc en fait, les mots respectueux de l'environnement, vous ne pouvez plus mettre dans vos descriptions, dans vos fiches produits, etc. Si vous vendez des produits neufs, donc pas recyclés, etc., que votre collection ou vos vêtements, votre conception de vêtements est respectueuse de l'environnement. Vous pouvez dire que vous essayez de réduire au maximum votre impact sur l'environnement, mais vraiment cette notion de respectueux de l'environnement, écrit comme ça, c'est interdit, et tout ce qui est équivalent, ce sont les décisions de justice ou des organisations de contrôle futures qui nous diront ce qui est considéré comme équivalent ou pas. Pour l'instant, on ne peut que supposer. Donc, quand on fait des audits de communication au cabinet, c'est vraiment une appréciation de est-ce qu'on donne l'impression que le consommateur, quand il achète, il fait quelque chose de bien pour la planète.
Et en fait, c'est cette impression qui ne doit pas exister, puisqu'on considère que quand on utilise des ressources pour faire quelque chose de neuf, finalement, ça ne peut pas être bon pour la planète, ça peut juste être à impact réduit. Donc, c'est vraiment le principe qui guide l'analyse qu'on peut faire de vos textes ou de vos documents publicitaires. J'ai une question sur la signalétique à laquelle je vais répondre tout de suite, ce sera fait. Est-ce que nous avons le droit de la mettre uniquement sur la fiche produit en ligne et non sur le produit lui-même? Non, ça doit être sur ce qui accompagne le produit quand il est vendu. Donc, soit l'étiquette, soit un flyer qu'on va mettre dans le packaging de l'étiquette, par exemple, mais vous ne pouvez pas la mettre que sur le site Internet. Parce que l'idée, c'est que le consommateur le voit quand il a le produit dans les mains et qu'il sache à ce moment-là quoi faire avec et à quel endroit le placer en fin de vie. Un conseil pour la partie médiation. Margot, si tu veux, tu peux peut-être mettre le CM2C dans le chat, comme ça, voilà. Pascal, si vous voulez juste préciser votre question, le temps que j'avance un peu, et parce que je ne comprends pas. Qu'en est-il quand le produit n'est pas à 100% upcyclé? À quoi ça se rapporte? Donc là, bon, je vous ai remis les sanctions, mais finalement, c'est cette sanction du greenwashing. On considère que c'est une pratique commerciale trompeuse et elle a des sanctions qui est plus élevée que celle des pratiques commerciales trompeuses dites classiques, puisque l'amende peut atteindre 80% du montant des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité. Donc, ça peut monter si c'est une publication qui a été faite, une publicité par une agence, que vous avez mis un gros budget dessus. 80% du montant des dépenses, ce n'est pas négligeable finalement. Donc, on a vu ce qui s'appliquait à toutes les entreprises. Maintenant, ce qui s'applique uniquement donc, aux entreprises selon leur taille, dans la loi AGEC, on a des seuils. Donc, depuis le 1er janvier 2003, les entreprises qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui mettent en marché 25 000 références, plus de 25 000 références par an, doivent respecter certaines obligations dont on va parler juste après. Et vous voyez que les paliers diminuent. En 2024, ce sera 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2025, 10 millions. Pour l'instant, c'est les seuls seuils qu'on a. Donc, je ne vous dis pas que ça va concerner tout le monde en 2026. Mais en tout cas, c'est la direction dans laquelle on va. Et donc là, c'est assez complet. Vous verrez dans les slides. Mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut indiquer sur une fiche produit dématérialisée, qui peut ressembler par exemple à ça. On a pris le site La Redoute, où ils ont une description détaillée de leurs produits, où ils vont indiquer ici par exemple l'origine de fabrication, tissage, teinture, confection, et dire que tout se fait en Inde. Alors, pourquoi ils font ça? C'est parce que depuis donc le 1er janvier, on doit indiquer la traçabilité, c'est-à-dire les pays dans lesquels les étapes principales de la confection du vêtement sont réalisées. Les étapes principales de la fabrication, pardon. Donc, c'est le tissage, la première. La deuxième, c'est la teinture ou l'impression. Et la troisième, c'est la confection. Et donc, il faut mettre les différents pays. Là, les 3 pays, c'était l'Inde, donc c'est ce qu'ils ont mis, mais ça peut être 3 pays différents. Pour les chaussures, c'est d'autres étapes, mais c'est le même principe. Ce qu'il faut aussi indiquer, c'est quand le produit présente une certaine concentration de substances dangereuses ou qu'il est susceptible de rejeter des microplastiques dans l'environnement lors du lavage. Et si c'est le cas, il faut écrire sur la fiche produit que ce produit rejette des microplastiques dans l'environnement lors du lavage. Donc, c'est quelque chose qui a pour but d'informer le consommateur un peu plus sur les caractéristiques environnementales de ce qu'il achète. Et il y a un autre critère qui était mis en avant par le décret paru en avril dernier, c'était la mention recyclable. En fait, le décret définit dans quelles conditions on peut dire qu'un produit est recyclable ou pas. Et en fait, ce critère, parmi les critères qui définissent le caractère recyclable, il y avait le fait de pouvoir recycler ce produit de manière industrielle sans perdre en qualité, le fait que la matière recyclée compose au moins 50% de la masse de déchets traités et le fait de pouvoir collecter et trier ce vêtement à l'échelle vraiment nationale. Et en fait, pour l'instant, c'est possible pour aucun vêtement en réalité. C'est pour ça que Refashion, l'éco-organisme, indique que pour l'instant, on ne peut pas statuer sur la recyclabilité d'un produit et que du coup, ce critère ne doit pas être mentionné sur les fiches produits dématérialisées tant qu'on n'a pas les infos pour dire si oui ou non le vêtement correspond à ça. Donc, vous ne verrez pas ce critère sur les fiches produits pour l'instant, pour cette raison, même s'il figure dans les textes. Donc, voilà, vous avez l'exemple.
Après, on va finir sur la prospective. Donc, on a vu ce qui s'applique à toutes les entreprises, aux plus grandes, et puis maintenant à ce qui va s'appliquer bientôt, l'affichage environnemental. Donc ça, c'est quelque chose qui est en discussion depuis extrêmement longtemps. Et là, il y a eu des avancées ces derniers jours. Donc, on a bon espoir que début 2024, ce soit mis en place. Et en fait, là, ça sera applicable à tout le monde également, toutes les marques, qui vont devoir indiquer, en fait, informer les consommateurs sur l'impact environnemental du produit qu'ils mettent sur le marché à partir de 8 critères qui ont été annoncé par Bérangère Couillard, donc, qui est la ministre en charge de ces questions en ce moment, et qui donc, parmi les critères, on a la consommation d'eau utilisée pour fabriquer le vêtement, la durabilité physique du vêtement, les conditions de production du vêtement, donc sociales, etc., l'utilisation de pesticides et de produits chimiques, les rejets de microplastiques ou non, nous en France on les indique déjà maintenant pour les plus grandes entreprises, la valorisation des matières recyclées, la valorisation des textiles reconditionnés et l'impact de la fast fashion. Donc vous voyez, il y a des choses, c'est assez concret, on peut s'imaginer, ok, la consommation d'eau, etc. L'impact de la fast fashion, on ne sait pas encore comment ça va être vraiment pris en compte dans l'affichage environnemental, mais en tout cas, on va avoir donc toute cette série de critères et ça deviendra donc obligatoire pour les marques d'indiquer ces informations pour chacun de leurs produits, avec évidemment des sanctions administratives, financières à la clé. Donc, affaire à suivre prochainement. Et puis, de manière plus large pour les grandes entreprises, mais alors du coup, peut-être pas aussi... là, ce n'est pas en fonction du nombre de produits mis sur le marché, c'est en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires. C'est un projet de directive qui va demander à toutes les entreprises, donc pas seulement celles dans le textile, mais également celles dans le textile, de mettre en place un devoir de surveillance générale donc, sur leur impact environnemental en créant une cartographie des risques environnementaux, c'est-à-dire finalement concrètement un tableau dans lequel ils vont lister tous les impacts qu'ils pourraient avoir sur l'environnement et essayer de les réduire en mettant en place des mesures adaptées, en mettant en place un plan pour neutraliser ces risques, les diminuer. Et donc, le fait de ne pas respecter cette proposition de loi de directive, ce sera un délit en soi qui sera également sanctionné. Et c'est chaque État membre qui décide de ses propres sanctions. Donc, il faudra attendre en fait que ce texte européen déjà soit adopté, puis transposé en droit français pour savoir concrètement qui doit faire quoi et combien c'est sanctionné. Mais en tout cas, ça vous montre le sens dans lequel vont les législations. Toujours plus de transparence. Et puis surtout le fait de devoir justifier de ce qu'on allègue. Dans le greenwashing, en fait, pour ne pas commettre de greenwashing, il faut être très concret et pouvoir montrer des preuves quand on dit mon t-shirt, il a 2 fois moins d'impact qu'un t-shirt classique. Ben oui, sur la base de quel chiffre et pouvoir en justifier. Et dans ce sens, hier, on a un projet de directive européenne sur les green claims, donc sur justement les allégations environnementales, qui est paru, qu'on est en train d'analyser au cabinet là, pour en proposer un petit résumé sur les réseaux sociaux. Mais du coup, l'objectif de cette directive, ça va être de forcer les entreprises qui font des allégations environnementales, déjà à les concrétiser, à dire et ensuite à les communiquer de manière transparente sous réserve de sanctions. Donc, c'est la direction générale dans laquelle vont les textes pour une mode plus durable et plus responsable et surtout plus respectueuse des humains et de la nature. Donc, voilà ce sur quoi je voulais terminer. Je remonte le chat pour voir s'il y a eu des questions. J'ai eu une autre question sur le Triman de Mélissa. Est-ce qu'on doit le positionner de manière permanente sur le produit? Le flyer n'est pas permanent. Alors oui, en fait, le texte parle de l'étiquette ou de documents accompagnant le produit, mais la priorité est mise sur l'étiquette et sur quelque chose qu'on ne va pas pouvoir arracher si facilement du vêtement. Si on fait un parallèle avec l'étiquette de composition, qui elle est censée aussi rester accrochée au vêtement, pourquoi pas rajouter le Triman sur cette étiquette? C'est le moyen le plus sûr que le consommateur ait une chance de le voir au moment où il s'apprête à jeter son vêtement et qu'il y repense. C'est sûr que le flyer, ce ne sera pas très efficace, mais en tout cas, les textes le permettent. Donc voilà, il faut le savoir, même si la prio est à quelque chose de plus attaché. Voilà. Est-ce qu'on est dans les temps? On est pas mal, il est 13h pile. Du coup, il y a plein d'autres sujets dont on n'a pas parlé, mais on pourra en parler dans d'autres circonstances. Et
Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que voilà, le cabinet a plusieurs formules. Soit vous contactez pour parler d'un problème particulier, vous pouvez nous appeler et prendre un rendez-vous découverte. Et on a aussi des accompagnements, soit tout compris, soit à la carte pour vraiment les créateurs de marques qui sont faits exprès et qui sont bien déroulés sur le site. Donc, vous aurez le lien quand vous aurez les slides. J'ai une dernière question sur si nous sommes imprimeurs pour des marques, la loi AGEC s'applique-t-elle à notre structure? Alors, c'est le metteur en marché qui est soumis à la loi AGEC, donc l'entreprise qui commercialise les produits et services en France. Du coup, c'est la marque qui va vous donner le contenu à imprimer. C'est elle qui est responsable de ce que vous allez imprimer. Donc, c'est pas… Après, vous, si vous êtes bien informé et au courant, rien ne vous empêche dans vos services d'informer la marque que peut-être il y a des choses à changer sur son étiquette, mais ce n'est pas juridiquement votre responsabilité. Je vous remercie pour votre attention. Svetlana, peut-être je te rends la parole. C'était très intéressant, c'était pas mal de choses à prendre en compte. Moi, je me rendais pas compte qu'il y en a autant. Donc, je pense que nos participants, ils vont revérifier si tout est en règle de leur côté et éventuellement, oui, revenir vers toi ou vers moi pour qu'on puisse vous mettre en contact. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Glénis. C'était très, très instructif. Avec plaisir. Et puis, merci Margot aussi pour ta partie. Margot également, oui, c'était… Et puis, merci à tous pour votre attention et au plaisir d'échanger avec vous sur le Slack ou autre. Merci beaucoup à toutes.